Mais maintenant, que se passe-t-il? C'est le moment où on pénètre dans l'intimité de l'histoire finement grâce à une personne qu'on adore. Merci C'est Mathieu, Clémentine merci de cette Portier-Kaltenbach. introduction. Si je puis me permettre, Oui. tout de même Stéphane, vous avez été un petit peu injuste avec Henri IV, parce que Ah. pour Charlotte de Montmorency, donc qui avait 14 ans quand il en avait 56, il a quand même fait un truc incroyable. Mais enfin, c'est quand même dégueulasse, là, 14 ans, 56 Oui, c'est ans. MeToo, ça. Il s'est lavé. Oui. Mais C'est-à-dire oui. à la demande Oui, de... à la demande. Pas à sa demande, mais il était fou d'amour, du coup il s'est lavé. Bon alors, mon sujet du jour, oui, c'est que Donc en fait, j'ai pas été un juge, j'étais Non, bien en deçà Voilà, de la en deçà vérité. de la réalité, c'est terrible. Alors, quand on déteste bien quelqu'un, on le déshérite. Et les civilisations les plus anciennes, dans leurs textes sacrés, se sont dotées de règles en matière d'héritage. C'est très important de savoir qui vous aimez, qui vous détestez, à qui vous laissez vos biens. Évidemment, pratiquement dans toutes les civilisations, il y a une règle extrêmement courante, c'est qu'on favorise les messieurs, on favorise les fils. Alors c'est vrai dans la Bible. Dans la Bible, il y a à la fois le droit d'aînesse et puis l'aîné qui reçoit une double part. C'est vrai aussi pour le Coran. Et alors comment pratiquait-on quand on n'écrivait pas, quand on n'avait pas... Alors qu'est-ce qu'on faisait? On pratiquait. Ça, c'était vrai dans l'Antiquité chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Ça fait un peu pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Non. Alors on prononçait le discours sacré. Donc vous prononciez vos dernières volontés en public. Il fallait être en état de le faire. Oui, moi, vous le faisiez, mais vous le faisiez quand vous étiez en pleine forme. oui, Par d'accord. exemple, les légionnaires romains, avant d'aller au combat, faisaient ce discours sacré devant leurs copains en disant, voilà, si je meurs, je veux qu'on laisse mon pilum et mes sandales et mon bouclier à mes copains. Alors, on a retrouvé quand même en Mésopotamie des volontés testamentaires gravées sur des tablettes cunéiformes. Vous voyez, c'est très ancien, c'est 1300 avant Jésus-Christ. Mais on considère généralement que l'acte de rédiger ces dernières volontés apparaît en Grèce antique au 7e siècle, et ça nous est raconté par Plutarque, qui dit que c'est Solon. Solon était un homme d'État, avocat et poète, qui a eu l'idée du testament. Solon, écrit Plutarque, permit à ceux qui n'avaient pas d'enfants de laisser leurs biens à qui ils voudraient. Mais les champions toutes catégories du testament, c'est vraiment les Romains. Alors eux, ils adorent ça. Et donc 2 fois par an, on pouvait aller devant le grand pontife et dire, voilà, je laisse ma belle villa à Pompéi. On pouvait tout à fait changer d'avis. Et après, à partir du 1er siècle de notre ère, on considérait qu'un testament était valable si vous aviez 7 témoins, les sceaux de 7 témoins. Il fallait le faire quand même. Il faut savoir trouver 7 personnes qui vous accompagnent voir le grand pontife et qui sont témoins de vos volontés testamentaires. Mais même si on n'avait rien à laisser, il fallait... Non, dans ces cas-là, vous alliez pas faire une déclaration devant le grand pontife avec 7 témoins pour laisser un pot de chambre et des chaussettes. Que pour les gens très riches. Plutôt, oui, il fallait avoir laissé quelque chose à laisser. Alors, le testament papier, quand apparaît-il? C'est tout naturellement. À partir de quel moment est-ce qu'il faut signaler ce qu'on va laisser à sa famille? C'est les croisades. Parce que quand un chevalier part aux croisades, il faut bien qu'il exprime un peu ce qui va se passer si jamais il n'en revient pas. Et c'est là aussi qu'on voit naître les prémices de la signature, ce qu'on appelle le sein, S-E-I-N-G, le sein. Tous les notaires devaient copier le sein pour attester de l'authenticité d'un acte. Ça, c'est les croisades. Et puis, il y a un des premiers testaments de l'histoire de France, assez connu, c'est celui de Louis VIII, le mari de Blanche de Castille, parce qu'il part faire la croisade contre les Cathares, les Albigeois. Il revient, il est très malade, et donc il prend soin de confier les rênes du pays à sa femme. Et aussi, il demande par testament qu'on consacre une certaine somme d'argent à la création de Royaumont. Et c'est comme ça, c'est par le testament de Louis VIII que nous est restée une des plus belles abbayes cisterciennes de France. Donc les testaments, ça a du bon. Il y a aussi les testaments iniques, celui d'Isabeau de Bavière, qui prive quand même le roi Charles VII de son héritage, c'est-à-dire le royaume de France. Et puis, il y a la reine Margot. La reine Margot, interprétée, vous savez, par Adjani. Isabelle Adjani, oui. Bon, alors Bonne réponse de Stéphane. Ah non, on n'est pas dans sa mère, Catherine de Médicis, elle laisse tout ce qu'elle possède à son fils Henri III, à sa petite fille. Elle laisse Chenonceau à sa belle-fille, Louise de Lorraine, et d'innombrables petites sommes d'argent à toutes ses femmes de chambre. Et sa fille, Marguerite, donc Margot, n'apparaît même pas dans le testament de sa propre mère. Catherine de Médicis a détesté sa fille Margot. Rien. Elle n'est même pas citée. C'est violent quand même. C'est violent, mais vous avez vu la réputation de la fille quand même.
Oui, mais enfin, ça, c'est sa réputation. Hein. C'est pas... Oui. Elle Alors, attendez, elle laisse de l'argent à ses femmes de chambre, elle aurait pu lui laisser un petit truc. Oui, mais elle lui en voulait de plein de choses. Oui, bon, d'accord. Bon, enfin, elle l'a détesté, c'est ça. Frère, Alors, bien plus près de nous, que Stéphane connaît par cœur, il y a la fameuse histoire du comte de Paris, prétendant au trône de France. Il a décidé... Alors, il a décidé de dilapider tout son héritage et il s'est adressé à ses enfants. Il leur a dit « Je ne vous laisserai que la haine et des larmes pour pleurer ». Il leur avait juré. À sa mort en 99, il a dilapidé l'essentiel de sa fortune, distribué tout le reste à des tiers. Merci papa et vive la famille. C'est sympa, hein? Alors sachez quand même, petite info pratique, si vous ne voulez pas passer par le discours sacré, hein, là vous pourriez nous faire un discours sacré tous les deux, nous dire voilà ce que vous voulez laisser. Mais enfin sinon, vous pouvez faire votre testament en ligne depuis 2013. Hein, c'est quand même bien pratique. Et puis sachez aussi que l'un des testaments les plus longs de l'histoire de France était celui de Napoléon. 7 codicilles de 13 à 37 points. Vous vous rendez compte le truc? Et alors, ce qui est vraiment inique, c'est qu'il a été capté par les Anglais à Sainte-Hélène, récupéré après par Walewski, le fils naturel de Napoléon, qui était ministre des Affaires étrangères français. Enfin, c'est bel et bien les Anglais qui avaient piqué le testament de Napoléon. Et moi, je dis ça, c'est dégueulasse, mais c'est une autre histoire. Que vous nous racontez. Merci aussi. Clémentine. C'était passionnant, on a appris des trucs. Même mais oui, surtout, détester, ça vient de rayer du testament. Rayer du testament. Je crois qu'on ne peut plus aujourd'hui en France déshériter complètement. Vous pouvez toujours, enfants. parce que vous pouvez claquer de votre vivant. Si vraiment, vous ne pouvez pas déshériter vos enfants, si vous n'avez rien prévu. Mais sinon, dépensez tout, vous faites comme le comte de Paris, vous claquez tout. Mais dépensez quoi, Stéphane? Vous festoyez. Festoyons. Eh bien, écoutez, on va tous chez Stéphane. Festoyer. Merci beaucoup, Clémentine. Merci, Clémentine. Vous restez avec nous.